Bonjour à tous. Pierre a des petits soucis techniques, donc on l'entend mais on ne le voit pas, bien que sa caméra ait l'air d'être effectivement allumée. Peut-être que Pierre, tu peux te reconnecter et bien faire les tests vidéo au début parce qu'on ne te voit toujours pas. Peut-être tu m'entends au moins? Ah, je t'entends, oui, oui, et vous m'entendez? Tout le monde t'entend, je pense, mais on te voit pas. Je pense qu'il y a un problème lié à t'as pas dû autoriser ta caméra, un truc comme ça. Donc, je t'invite à peut-être relancer, bien faire toutes les procédures de test avant. Et sinon, on fera sans te voir, mais c'est dommage. C'était comme ça déjà dans le test, en fait. On n'a pas réussi. Ah, bon, Bon, je je sais pas. réessaye. Je réessaye. C'est la première fois en tout cas. En attendant que Pierre nous rejoigne, je suis ravi de vous accueillir. Je suis ravi de vous présenter avec Pierre notre projet de nouveau livre qui va s'appeler Market Centric Organization Design. C'est un bouquin et une vraie réflexion sur l'organisation des entreprises. C'est une réflexion sur casser les organisations actuelles, arrêter avec les organisations métiers pour passer à des organisations plus orientées process, qui soient plus alignées avec les normes ISO 9001, mais surtout plus alignées avec le marché et les clients, avec une vraie dimension autour de 3 axes, mais on en parlera longuement. L'acquisition, bien sûr, et bien sûr, ça fait référence au livre Acquisition Strategy Design, qui est notre grosse sortie littéraire et méthodologique de la rentrée. Mais ça va faire aussi référence à des prochains livres aussi qu'on va sortir et de prochaines méthodes autour de l'expérience client, autour des offres. Donc les 3 pendants, c'est acquisition, expérience et offre. Mais on va en parler longuement avec Pierre, qu'on ne voit toujours pas. Est-ce qu'on t'entend, Pierre? Normalement, oui. Et on l'entend toujours, mais on ne le voit pas. Moi, je me vois. Toi, tu te vois. Moi, Bon. je me vois. Peut-être certains me voient. Non, ça c'est sûr que non. Bon. Et ce que dit Rémi, c'est que ta cam doit être utilisée par une autre interface. Mais sinon, je vais demander à Jérémy au moins de mettre ta photo, comme ça les gens te pourront imaginer à quoi tu ressembles. Mais je te laisse te présenter et, et on va faire ça comme ça pour l'instant. J'ai 52 ans, dont 30 qui ont été consacrés à la transformation des organisations, en grande partie comme consultant, et pendant un peu moins de 10 ans dans une grosse entreprise industrielle qui fabrique des navires de guerre, et chez Crambourg, comme directeur de l'organisation. Voilà, et mon travail aujourd'hui, ça consiste à aider des directions générales à débloquer leur organisation, avec un vrai focus sur la question de la structuration de l'organisation. Pas seulement les processus, mais aussi la structuration de l'organisation. Je vais mettre ton LinkedIn dans le chat pour que les gens puissent te voir. On me voit toujours pas là? Non, on te voit toujours pas. Bon. J'ai éteint tous les autres interfaces, donc bon. Bon. C'est la première fois que ça nous arrive, donc vous le voyez, tu viens pas du digital, tu as une vraie expérience autour de l'organisation, autour de ce sujet-là. Tu as commencé ta carrière, tu m'avais dit, chez Bossard Consultant. Pour moi, c'est un vrai lien affectif parce que mon premier chef a été aussi associé de Bossard Consultant. Et il m'a beaucoup appris, c'était maintenant il y a une vingtaine d'années, Nicolas Bonnet. Donc je lui fais une petite pensée amicale avec les modèles Bossard, la vue de l'hélicoptère. Moi, il m'a beaucoup appris mon métier de consultant et les modèles Bossard étaient des belles références. Donc, ce que je propose, c'est qu'on introduise le bouquin et qu'est-ce qu'on y raconte, et puis après on pourra rentrer dans le détail des différents points du bouquin et pourquoi on a construit ensemble cette vision de l'organisation.
Je vais partager quelques slides juste pour présenter la méthodo. Alors, c'est pas dans le... Hop. Voilà. Alors, on est vraiment sur le premier projet de couverture parce que pour info, on doit déposer auprès de notre diffuseur l'intention du livre, donc la couverture, le 4e de couverture, ainsi que la table des matières à peu près 6 mois avant sa sortie. Donc ce livre devrait sortir en juin, quelque chose comme ça, on n'a pas la date exacte, mais il faut qu'on ait donné tout ça au diffuseur d'ici le 8 février, c'est-à-dire lundi. Donc voilà, on est en pleine finalisation de la couverture et du 4e de couverture. Comme je vous le disais, le livre va s'appeler Market Centric Organization Design, une méthode pour simplifier les organisations à l'ère du post-digital. Et ça, c'est un élément structurant de la réflexion, c'est qu'on s'inscrit dans ce temps qui commence à ce que j'avais déjà évoqué dans un article comme l'idée du post-digital, et c'est toi qui as proposé le terme post-digital, et je suis complètement en phase, à savoir que aujourd'hui le digital est une réalité. Il s'agit plus de savoir s'il faut ou ne pas faire du digital, on est tous dans le digital, et la question c'est comment on refait les choses bien en ne faisant pas que du digital, et en intégrant le digital dans l'ensemble de nos process, d'où cet élément clé autour du post-digital. Pierre, par rapport au titre, par rapport à la présentation du bouquin, tu as des éléments à rajouter? Oui, deux. Trois. Le premier, c'est design. En fait, ce qui est original par rapport aux autres livres d'1 minute 30 sur le sujet, c'est qu'on va se concentrer sur une question mineure, en fait, qui est la question de l'organisation. On peut très bien réussir sans être bien organisé. C'est un consultant d'organisation qui vous le dit. En revanche, de bien s'organiser, ça va éviter toutes sortes de frictions et ça va permettre d'être plus efficace tout de suite. Donc, premièrement, on s'occupe d'un sujet mineur qui est le design, donc qui vient un peu après les processus. Et deuxièmement, je voudrais commenter market centric, c'est-à-dire que l'idée, au fond, si je reprends ce que vient de dire Gabriel sur le post-digital, l'idée, au fond, c'est que ce qui fait aujourd'hui la différence entre les entreprises qui marchent et les entreprises qui ne marchent pas, c'est leur capacité à appréhender le marché de la bonne façon, soit pour agir dessus, soit pour le comprendre, soit pour comprendre l'effet de leurs produits sur le marché. Donc on est vraiment concentré sur le marché. Ça, c'est ce qu'apportent tous les aspects sur les 3 processus dont parlait Gabriel tout à l'heure, acquérir, offrir et gérer l'expérience. Et puis, on a eu une discussion avec Gabriel sur est-ce que c'était centric ou driven. L'idée, c'est bien que l'organisation soit concentrée autour d'une décision, c'est-à-dire d'un arbitrage pour chacun de ces processus. Donc, on est bien sur une organisation qui est à la fois centrée sur le marché et organisée pour prendre les bonnes décisions sur ce marché selon les 3 axes sur lesquels on va revenir. Super. Est-ce que je vais avancer dans la présentation, mais n'hésitez pas dans le chat à nous challenger. L'idée aussi, c'est qu'on puisse, à travers ce premier échange très en amont de la sortie du bouquin, le faire évoluer. J'ai aussi partagé déjà sur LinkedIn 2 tribunes qui initiaient le sujet. Si Jérémy peut les retrouver aussi avec l'idée de, j'en avais fait une première sur il faut tuer les directions marketing et une deuxième qui est si on doit réduire les effectifs, autant le faire en gagnant en efficience. Donc voilà, notre vision d'une organisation simplifiée, plus efficace, c'est une organisation par process autour de l'acquisition de l'offre et de l'expérience. Donc quelque chose de très simple, avec dans l'acquisition, et j'évoquais le livre Acquisition Strategy Design qui permet d'aligner les équipes marketing, communication et vente. Ben c'est ces équipes-là qu'on retrouve
avec les fonctions réellement liées à l'acquisition. On va retrouver de la com un peu ailleurs, peut-être. On va retrouver du marketing ailleurs et de la vente ailleurs, et en particulier dans l'expérience. Mais tous ceux dont l'objectif est de gagner des nouveaux clients vont se retrouver dans acquisition. Et ça ne s'arrête pas là parce que on y met aussi l'acquisition de tous les tiers et de toutes les parties prenantes, à savoir les collaborateurs, donc le recrutement dans les RH est là dans notre vision maximaliste, et aussi l'acquisition de fournisseurs pour tout ce qui est achat, etc. Pierre, tu veux compléter cette présentation du volet acquisition ou Non, je pense que là-dessus, c'est quand même toi c'est toi le spécialiste. D'accord. Je vais présenter, ou tu veux présenter l'expérience avant qu'on attaque l'offre, qui est le sujet qui nous a fait le plus réfléchir et discuter. Bon, bah, si tu veux, oui. Au fond, notre conviction, c'est que pour fabriquer une organisation confortable, il faut l'organiser autour du discriminant. Donc, organiser, concentrer des départements homogènes sur une décision qui va faire l'efficacité opérationnelle. Donc, sur l'acquisition, c'est ce que vient de dire Gabriel, c'est-à-dire être capable de faire les bons arbitrages aux différentes étapes du processus que suit le client pour s'intéresser progressivement à notre produit. Et sur l'expérience, au fond, ce que les réflexions en cours de 10 minutes 30 pour modéliser le processus de l'expérience, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que il faut que la production soit capable d'intégrer le retour qu'on va lui faire sur l'expérience client et de transformer très rapidement l'expérience client. Ce qui demande, en fait, alors ce qui existe d'une certaine façon déjà, mais ce qui, avec les nouvelles façons d'appréhender le client, en particulier via le web dans son expérience, est devenu beaucoup plus réactif, et c'est un vrai défi organisationnel. Ouais, et effectivement, on est en train de travailler sur un livre qui s'appelle Customer Experience Redesign, qui est sous le même format qu'Acquisition Strategy Design, et qui va décrire une méthode pour redesigner son expérience client, pour identifier les bons clients sur lesquels il faut se concentrer, qu'il faut fidéliser, chercher à éliminer tous les irritants, et puis après travailler à l'enchantement et à rajouter des éléments qui rendent l'expérience mémorable. Pareil dans ce livre qui est vraiment dans la même structure qu'Acquisition Strategy Design, on aura une cartographie des métiers de l'expérience, et avec cette vision qui est de la même façon que pour acquisition, de casser les silos et donc de créer une transversalité entre les opérations, entre le service client, entre les commerciaux qui assurent la revente et l'upsell auprès des clients existants, et c'est comme ça qu'on le sépare de l'acquisition. Et puis, on y met aussi, et on a eu la conversation avec Jean-Marc Gandhi la semaine dernière, les équipes qualité qui font partie de ça, parce que finalement, la qualité, elle est là pour améliorer l'expérience client et la satisfaction. Donc, on a vraiment cette vision par objectif, par process, qu'on essaye de mettre dans cette direction-là. Et je vous parlais des RH tout à l'heure, qui étaient en partie dans l'acquisition pour la partie recrutement. Dans l'expérience, on va retrouver naturellement l'expérience collaborateur. C'est pas que l'expérience client, c'est aussi l'expérience des collaborateurs et l'expérience de l'ensemble des parties prenantes. Le rôle du directeur de l'expérience va beaucoup plus loin que d'être seulement Chief Operation Officer. Il a ce rôle essentiel que de s'assurer que tout le monde, les clients, les collaborateurs, les parties prenantes, vivent une expérience mémorable, inaliénable avec la marque. On attaque le troisième pendant, à savoir l'offre, Pierre. Pour info, l'offre, c'est le sujet sur lequel on a vraiment le plus discuté, le plus réfléchi. On l'a appelé de plein de façons avant d'arriver sur cette terminologie de l'offre. Ça a été la branche Product Market Fit, ça a été la branche expérimentation,
ça a été la branche investissement. Et en fait, ce sur quoi on tournait, c'est de se dire, on a l'acquisition qui se consacre à acquérir les nouveaux clients, à acquérir l'ensemble des parties prenantes, donc qui gère le chiffre d'affaires à venir. On a l'expérience qui assure la satisfaction de l'ensemble des parties prenantes, les clients, les collaborateurs, mais il reste un pan qui est hyper important, qui est comment on s'assure que le produit qu'on a est le bon produit aujourd'hui et sera le bon produit demain aussi, et comment on prépare le futur. Et en fait, l'idée, c'était de voir comment on pouvait réunir des directions comme le marketing produit et pas le marketing d'acquisition, le marketing d'expérience, mais le marketing produit, un peu le marketing stratégique, enfin ce qui était vraiment l'essence du marketing avant qu'avec le digital lui soit ajouté plusieurs autres missions, mais aussi tout ce qui est R&D, tout ce qui est finance d'investissement. C'est tout ça qu'on voulait réunir et qu'on savait pas nommer, et que finalement on a intitulé l'offre, avec cette vision globale de l'offre actuelle et future. Et ça, c'est un sujet hyper structurant finalement dans les organisations, dans la mesure où à travers l'offre, on prépare l'avenir, on prépare on s'assure qu'on est en adéquation avec le marché, et donc on retrouve des éléments, si on doit parler de méthodologie, qui sont déjà dans le livre d'Osterwalder, Value Proposition Design, mais on va aussi anticiper le futur, travailler l'innovation, et c'est ça qu'on met dans cette grande direction. Est-ce que j'ai été relativement fidèle à notre pensée, Pierre? Mais je crois qu'il y a quelque chose à souligner qui peut surprendre ou ne pas apparaître dans le petit schéma qu'on a sous les yeux. C'est que notre pensée est totalitaire. C'est-à-dire que on est en train de vous faire une grosse blague, là. On est en train de vous expliquer que l'ensemble des 10 ou 12 directions d'une entreprise peuvent se résumer demain dans 3 directions. Donc, on ne dit pas qu'il faut faire ça dans toutes les entreprises, mais on dit que ce schéma, il va être le canevas comme on dit, j'ai une minute 30, le canevas de toutes les réflexions organisationnelles des entreprises concernées par le marché autour du digital demain. Et donc, c'était pas facile de trouver un nom pour offre, parce que, évidemment, il fallait trouver une place au marketing produit, mais en le découpant proprement par rapport aux excroissances du marketing. Mais il fallait le relier à tout ce qui, dans la valeur ajoutée de l'entreprise, se situe dans cette vision qu'on pourrait appeler stratégique, même s'il y a de la stratégie aussi dans l'acquisition et dans l'expérience. Et quand on va revenir un peu dans le détail, en fait, tout ce qu'on a mis dans ce paquet offre, c'est ce qui déjà aujourd'hui, les investissements, la R&D, contribue à la conception de ce que l'entreprise souhaite offrir demain, et aussi le pilotage de ce que l'entreprise offre aujourd'hui. Parce que, comme on se le disait il y a 3 jours, si on donne la maîtrise du prix au patron de l'acquisition, on risque de vendre pas cher. Si on donne la maîtrise de la satisfaction client au patron de l'expérience, on cite de ne pas être très exigeant. Il faut garder un pilote transversal qui, par exemple, se préoccupe du PNL d'une catégorie ou qui va se préoccuper d'un certain nombre d'indicateurs transversaux. Alors, je suis content, il commence à avoir des réactions dans le chat. On est quand même, c'est pas le sujet le plus facile à aborder. Avec Rémi qui nous dit 4 avec la DAF, et Christelle qui nous dit 5 avec les RH, et nous on vous dit 3. Ils sont réveillés. Voilà, et 3 parce que, comme je l'ai dit, la RH, on la distribue entre acquisition, expérience et offre, avec
dans acquisition, tout l'aspect recrutement, dans expérience, tout l'aspect expérience collaborateur, et dans l'offre, la dimension marque employeur. Donc, effectivement, comme le disait Pierre, cette vision à 3 est totalitaire, elle est radicale, et on n'interdit personne de faire 4, 5, 6, mais on invite à réfléchir sur cette direction du 3, qui sont les 3 grands process, et il y a des organisations qui arrivent à faire 3. Pareil pour la DAF. Une grosse partie de la DAF, à savoir toute celle qui fait de la comptabilité, qui compte, qui fait du suivi de gestion, bah, c'est de l'expérience, on est dans les opérations. Et l'autre partie de la DAF qui fait de l'investissement, on est clairement dans l'offre et dans le futur. Et c'est là que c'est hyper intéressant de mettre la DAF dans ces deux directions. La partie de la DAF qui fait du budget, elle est dans du forecast qui est dans l'acquisition. Ouais, il y a la partie forecast du budget qui peut être dans l'acquisition, tout à fait. Mais tout ça pour dire que si on met la DAF, non pas comme le garde-chiourme qui tape sur les gens quand ils font pas leur compte et leur budget, le type qui empêche l'investissement, le type qui empêche de faire bien les choses, si on lui redonne son sens qui est d'aider à avoir les meilleurs forecasts dans l'acquisition, d'assurer la meilleure comptabilité pour les clients, pour les fournisseurs, pour les collaborateurs dans l'expérience, et de travailler vraiment sur une vraie vision du futur dans offre, ben on aura peut-être une DAF beaucoup plus productive et plus efficiente que les DAF actuelles qui ont une vraie raison d'être dans la surveillance des comptes et dans la santé financière de l'entreprise, mais qui deviennent aussi des baronnies qui en oublient souvent la raison d'être de l'entreprise et qui tuent souvent l'innovation, le développement de l'entreprise. Donc c'est un petit propos radical, mais ça fait partie de la réflexion. D'autres questions de Frédéric. Pierre, pourquoi séparez-vous l'offre de l'expérience? Ne doit-on pas penser l'expérience en même temps que l'offre? Pierre, si tu veux y répondre, comme ça, moi je lis ce qu'écrit Rémi. L'idée, c'est bien de ne pas les séparer. Enfin, l'idée, c'est de faire un lien permanent entre l'acquisition et l'expérience. Entre l'offre et l'expérience, tu veux dire? L'idée, c'est de faire un lien permanent entre l'acquisition et l'expérience, et celui qui fait ce lien, c'est celui qui pense l'offre. C'est-à-dire que, évidemment, l'expérience fait partie de l'offre. Et évidemment, les moyens d'acquisition font partie de l'offre. Mais l'offre, elle pense au renouvellement de l'ensemble et elle pense à la cohérence de l'ensemble. Elle n'est pas sur les opérations, la tactique qui va permettre d'avoir la meilleure acquisition, qui va permettre d'avoir la meilleure expérience. Elle est plutôt sur des objectifs d'expérience et sur un lien entre l'acquisition et l'expérience. Donc, c'est l'offre, elle a un rôle de préparation de l'avenir et de pilotage du présent qui fait le lien. Voilà, un peu. Alors, on a eu cette discussion en équipe il y a 15 jours, pour partie comme un chef de produit aujourd'hui dans le marketing produit. Hein, qui s'occupe évidemment beaucoup de l'expérience et qui s'occupe évidemment beaucoup de l'acquisition, mais notre conviction, c'est qu'il doit s'en occuper sans être lui-même à la manœuvre, parce que il y a aujourd'hui des arbitrages à faire qui relèvent d'une cohérence production-expérience, d'une cohérence commerce-marketing, qui sont au-delà de ce que peut faire un chef de produit dans l'offre. Après, Rémi trouve que la réduction est trop simpliste sur le fait de gérer le produit existant et le produit à venir dans la même direction. Mais je l'ai invité à venir en parler directement. Il sera aussi à un webinaire qu'on fera ensemble. Je crois que ce sera début mars ou avril. Mais en attendant, l'idée c'est pas nécessairement d'avoir les mêmes métriques, mais c'est d'avoir quelqu'un qui pilote la vision de l'offre avec une vision actuelle, à moyen terme et future. Et
Je suis d'accord avec toi, Rémi, qu'on n'est pas sur les mêmes métriques, qu'on n'est pas nécessairement sur les mêmes process exactement. Il y a de l'innovation incrémentale et de l'innovation de rupture. Il y a aussi du test sur le présent qui est de type A/B test, etc., qui peuvent même être portés du côté de l'acquisition ou de l'expérience. Mais l'idée, c'est vraiment d'être, ce que disait Pierre, dans cette passerelle entre l'acquisition et l'expérience et dans cette vision du futur. Donc je sais pas si tu peux te connecter, mais je serais ravi qu'on en discute tous les trois si tu veux monter dans le chat avec ta caméra. Et en attendant, on a d'autres questions. Valérie qui nous pose comment orchestrer ce Big Bang organisationnel, comment est-ce abordé dans le livre? Ah, ça c'est bien. Merci Valérie, ça me permet de tourner la page. Tu veux présenter cette slide, Pierre? Ah ben, je veux bien. Vas-y. Attends, moi je la vois pas. Tu l'as tournée? Oui, oui. D'accord. Donc, comme vous le voyez sur le petit schéma de la page d'après, moi j'ai dû appuyer sur Next pour le voir. Vous avez l'organisation actuelle, donc avec marketing et communication à gauche, puis R&D, achat. On t'a perdu, Pierre? Comment? Allô? On t'a perdu. Ah, on le perd. Oui, je vais reprendre le relais. Pierre a des soucis. Oui, on t'avait perdu. Hein. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Vous m'entendez là? Ouais. D'accord. Donc je dis que donc ce que vous avez l'organisation classique et puis donc qui est en verticale mais dont on voit la succession horizontale, donc communication, marketing, R&D, etc. Et puis vous avez nos trois sujets qui sont le processus, la gestion du processus d'acquisition, la gestion du processus d'expérience et puis le processus d'offre. Et au fond, ce que nous disons, c'est pas d'abord une révolution dans l'organisation que nous attendons, c'est que les entreprises prennent la mesure de... On t'a encore perdu, Pierre. Et... Allô? Ouais, on t'a reperdu. Que les entreprises prennent la mesure de la révolution en laquelle doit consister c'est la mise en œuvre de ces trois processus. Donc, une fois qu'on s'est posé la question du design du processus d'acquisition, comme le fait une minute... Allô? Je dis bonjour à Rémi qui nous a rejoint. D'accord. Une fois qu'on a designé le processus d'acquisition comme on le fait dans les ateliers 1 minute 30, eh ben, on va se poser la question de qu'est-ce que ça change dans l'articulation entre le commerce et le marketing, qu'est-ce que ça change pour les RH, qu'est-ce que ça change pour les achats, est-ce qu'on peut étendre le processus aux RH et aux achats, et petit à petit, on va assigner des rôles différents et surtout, on va peut-être dimensionner les fonctions d'une façon nouvelle. Je prends un exemple. Dans le processus d'acquisition que vous pilotez avec les différents leviers du digital, par exemple l'inbound marketing, vous allez souvent prendre contact avec des clients qui sont beaucoup plus au courant de votre produit qu'ils ne l'étaient autrefois, qu'ils ne l'étaient quand vous faisiez du commercial dans le dur en téléphonant à toutes vos cibles. Parce que quand vous téléphoniez à toutes vos cibles, la première chose qu'il fallait faire, c'était identifier leurs besoins et leur expliquer à grosse maille ce qu'était votre offre. Avec l'inbound marketing, quand ils arrivent, leur besoin est déjà identifié puisque c'est eux qui vous contactent et ils connaissent votre produit presque mieux que vous. Donc, vous n'avez plus besoin
en dimensionnement d'autant de commerciaux chasseurs. Vous avez besoin de beaucoup de commerciaux éleveurs qui sont très bons sur le produit, qui sont quasiment des technico-commerciaux, mais qui ne sont plus des ouvreurs de porte. Donc, quand vous avez fait votre processus d'acquisition, le dimensionnement entre commerciaux chasseurs et commerciaux éleveurs va être modifié. À force de transformer ces dimensionnements, vous allez arriver à des questions d'organisation. Mais il est trop tôt pour le faire. Pareil pour expérience client. Vous allez vous apercevoir que une grande partie de ce que faisait hier l'assurance qualité n'est plus nécessaire parce que vous avez un retour beaucoup plus rapide de vos clients sur leur expérience. Et donc, le lien qui existait, mais d'une façon anecdotique, surtout en situation de crise, entre le marketing et la production, sur des crises de production, eh ben, il va être tout au long du temps. Vous avez peut-être besoin de beaucoup plus de monde pour gérer ça. Donc, avec un dimensionnement qui, là, va peut-être être plus large. Mais du coup, peut-être que vous avez besoin de moins de monde en assurance qualité. Et puis, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez vous poser la question du lien de ça avec l'avenir et de la façon d'avoir toujours une articulation entre acquisition et expérience. Et donc, vous allez construire le processus d'offre avec la R&D, le marketing, les finances, et puis évidemment avec une contribution de ceux qui sont en blanc. Et ça, petit à petit, ça va vous amener, vous allez passer d'un diagnostic de la situation à la construction d'un process, et de la construction d'un process à la construction d'une organisation. Merci beaucoup Pierre sur cet aspect-là. On l'a pas évoqué, mais et j'ai vu que Bernard Chaliol, j'espère que je dis bien le nom, est aussi dans la salle et il m'a fait un commentaire là-dessus. On est vraiment sur des éléments qui sont constitutifs aujourd'hui des organisations des DNVB. Les DNVB s'organisent autour de ces trois processus-là, même si elles n'ont pas fait le saut toujours de dire qu'il y a une direction de l'acquisition, une direction de l'offre et une direction de l'expérience client, qu'ils ont parfois encore souvent des directeurs marketing, des directeurs commerciaux, etc. Mais leur organisation, leur structure par process est vraiment autour de ces trois process. L'acquisition pour gagner les nouveaux clients avec des équipes hyper expertes sur tous les nouveaux leviers de l'acquisition digitale, mais pas que. On se rend compte beaucoup que les DNVB font de l'acquisition aussi par des médias traditionnels. L'expérience client, bien sûr, qui est au cœur de ce que porte comme offre les DNVB, cette vision de l'expérience de bout en bout des clients, et un travail permanent sur l'offre et son évolution pour coller au plus près des attentes du marché. C'est comme ça qu'on sépare les choses et je suis ravi que Rémi nous ait rejoint aussi pour en discuter. Rémi que j'ai rencontré récemment à travers des échanges de posts sur LinkedIn avec qui on a eu un déjeuner enthousiaste mais effréné mercredi et qui va venir dans un webinaire dans 2 mois maintenant. Présente-toi rapidement et puis n'hésite pas à nous challenger. T'as des réserves sur notre vision de l'organisation de l'offre. On est là pour en débattre. Alors, très volontiers. Je te remercie beaucoup pour l'invitation imprévue, Gabriel. Bonjour Pierre. J'espère que ça va, vous m'entendez bien, le micro? Parfaitement. Magnifique. Et on te voit, toi. Alors moi, je l'entends pas. Tu m'entends pas, Pierre? Je ne l'entends pas, je le vois pas. Ah non, c'est pas vrai. Bon, c'est embêtant cette histoire. Mais je pense que tout le monde t'entend. Je pense que Pierre a un souci technique, je ne sais pas où. Je suis très embêté. Bon, du coup, Gabriel, tu traduiras ma pensée à Pierre. En fait, je trouve le modèle très pertinent et je vais faire une analogie simple. En fait, quand tu parles de DNVB, effectivement, on retrouve ce modèle et c'est pas un hasard. La spécificité également des DNVB, c'est que la gamme est très peu profonde. Souvent, on parle en fait de marques monoproduits ou avec quelques variantes autour d'un produit simple. Et en fait, de façon assez ironique, ces organisations-là, alors oui, pardon, parce que je fais les choses à l'envers. Donc, je m'appelle Rémi Rivas, je suis designer consultant et donc j'accompagne la structuration des démarches d'innovation dans les grands groupes, mais pas seulement, également dans les accélérateurs, les incubateurs. On a notamment la chance, avec un partenaire qui s'appelle Mathias Abramovic, de travailler avec l'incubateur HEC dans le programme Startup Launchpad d'HEC. Et donc, bien évidemment, là, par exemple, j'accompagne quelques 200 étudiants qui montent des startups. On retrouve ce modèle, bien évidemment, parce que effectivement, en fait, quand vous lancez une nouvelle offre, il se pose 3 questions essentielles, qui est comment vous délivrez une nouvelle valeur en modélisant une offre qui est plus adéquate par rapport à des besoins non résolus. Comment est-ce que vous allez la délivrer d'une façon qui va enchanter votre client
en maximisant l'expérience, et puis par quelle traction et par quels moyens, et souvent en étant smart, parce que les startups ont peu d'argent, vous allez les faire venir à vous en allant les chercher dans les poches, dans les segments de clientèle, dans les poches d'audience les plus adéquates. Donc on retrouve tout à fait ces trois questions-là pour quiconque essaye de lancer des nouvelles activités, des nouveaux centres de profit. Le petit bémol que je mettais dans le chat préalablement, c'est qu'en fait, très souvent, à l'innovation, on parle d'équipes qui sont pluricompétentes, colocalisées et qui souvent ont un besoin au sein d'une même équipe d'avoir des gens qui travaillent à la fois sur l'acquisition, l'offre et l'expérience client. Pourquoi? Parce que la peinture n'est pas sèche et tout bouge tout le temps. C'est-à-dire qu'on peut pas encore imaginer 3 silos comme ça pour monitorer une démarche d'innovation dans la mesure où, en fait, vraiment d'une semaine sur l'autre, quand vous concevez une nouvelle offre et que vous la commercialisez, tout change tellement vite que j'imagine difficilement en fait une surspécialisation sur ces 3 couches-là. Ce que je vois souvent dans les directions inno ou dans des laboratoires d'inno, c'est des équipes en fait qui ont la capacité de faire le marketing, l'attraction, la capacité de driver le processus ingénierie et la capacité d'améliorer l'expérience client et qui sont réunis dans des pôles de compétences, voilà, dans des task force en fait. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'on peut pratiquement voir ça en fractal, c'est-à-dire il y a votre modèle à 3 briques et dans l'offre, dans la partie innovation, on retrouve les 3 briques, mais en plus petit, spécifiquement adapté là à tout ce qui est de l'expérimentation et du lancement de nouvelles offres. Voilà, ça c'était juste. Ouais, alors je te rejoins là-dessus. Alors on n'a pas présenté le schéma là, mais ça fait aussi partie de nos visions. Je vais enlever les slides là pour le coup, ça nous permettra de nous voir en plus grand, même si Pierre nous voit pas bien. Est-ce que tu nous entends, Pierre, maintenant? Mais je pense que Pierre m'entend que moi, je ne sais pas pourquoi. Par rapport à ce que tu disais, on a une réflexion avec Pierre qui est de dire que dans certaines organisations, on va avoir, et j'essaye de montrer ça avec mes doigts, les 2 éléments qui sont l'acquisition et l'expérience qui assurent le run et l'opérationnel, et qu'on pourra avoir plusieurs offres en transverse. Oui. Et effectivement, alors je donne l'exemple de Decathlon, parce que Decathlon c'est assez rigolo, ils ont des marques pour chacun des secteurs, Tribord pour la voile, Quechua pour la rando, je sais plus laquelle pour les vélos, enfin voilà, il y a toutes ces marques-là, qui sont toutes portées par la même acquisition et la même expérience des magasins Decathlon. De façon schématique, on présente les 3 éléments acquisition, offre, expérience. Mais dans certains cas de figure, on peut construire une acquisition et une expérience très forte qu'on met au service de plusieurs offres, comme pour Decathlon, ou qu'on met au service de tiers. Après, si on envisage des marketplaces comme Amazon, etc. Où sur la marketplace Amazon, il y a une expérience et une acquisition absolument fantastique. Et qui est mise au service d'offres tierces qui viennent présenter leurs produits. C'est aussi le modèle globalement des modèles plateformes, des Deliveroo avec la restauration, etc., etc. Ah, Pierre nous a rejoint. Tu nous entends, Pierre? Oui. Ah, ouais. Super. Et caméra, tu nous vois? Non, on te voit toujours pas. La caméra veut pas. Au moins, tu nous entends. Ça, c'est cool. Je vous entends et je vois Gabriel et aussi Rémi. Voilà. Alors Pierre, oui, du coup, par rapport à ce sur quoi on était en train de parler, enfin, vas-y Gabriel, si tu veux, je te laisse reprendre la main. Rémi, en attendant que Pierre réussisse à le connecter. Non, bah ça y est, il est là, Pierre. Donc en fait, comment tu réagis à mes exemples Decathlon, Amazon, etc. Bah en fait, ce que je vois quand tu me parles, alors j'ai fait un petit schéma. Bien sûr, on voit rien à cause de la lumière et c'est encore pire. Ok, c'est qu'en fait, parce que moi je suis un designer, voilà, donc je pense en schéma. Voilà, donc en fait, ce que tu dis, c'est on a une partie acquisition, une partie expérience. De l'autre côté, en fait, on a la diversité de l'offre où tu vas gérer chaque gamme de produits ou chaque univers de produits avec Decathlon. Et par contre, sur un 3e axe, tu mets la disparité des métiers et des fonctions support et tu intègres chacune de ces fonctions support sur chacune des lignes produits, enfin des univers produits différents. Donc, on a le RH des produits de la voile, le RH des produits du cyclisme, tu vois, pour filer l'exemple de Decathlon. C'est ça ta vision? C'est en 3 dimensions? Pas forcément. Pas nécessairement, parce que l'acquisition de collaborateurs peut gérer les RH des différentes marques. D'accord. Decathlon recrute sur l'ensemble de ses marques sans siloter par offre. D'accord. Donc, il y a quand même acquisition et expérience sont mises en commun. Qu'est-ce que tu en penses, toi, sur Pierre, offre 1, offre 2, offre 3.
Moi, je crois que ce sont deux questions différentes. C'est-à-dire qu'il y a la question de comment j'articule la diversité des offres avec le métier de l'acquisition, l'ensemble des métiers de l'acquisition et l'ensemble des métiers de l'expérience. Et ensuite, il y a une autre question qui est, est-ce que je vais jusqu'au bout du modèle en considérant que ce qui va être discriminant pour l'efficacité de la RH ou discriminant pour l'efficacité de la DAF, c'est d'être organisé en acquisition expérience, ou est-ce que ce qui va être discriminant, c'est de maintenir l'unité du métier? Tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça, moi, et Pierre, je serais ravi que parce que moi, tu vois, la question que je me pose quand je vois votre modèle qui est super audacieux, c'est comment tu fais, et je pense que ça fera écho à la question d'une des participantes, tu sais, pour pas répliquer ce qu'on voit dans les organisations matricielles, où d'un seul coup, du coup, comme tu as splitté la DAF en plusieurs sous-groupes ou la RH en plusieurs sous-groupes, tu as des querelles politiques en termes d'attribution du budget, tu sais, de voix du DG, etc. Comment est-ce que tu fais, enfin, comment ce modèle-là, en fait, comment on l'implémente de façon à prévenir ce genre de dysfonctionnement qu'on retrouve souvent chez les matriciels? Moi, je suis pas un fan des organisations matricielles pour les raisons que tu décris. Et je pense que pour aller vers le modèle en trois pieds que nous défendons, Gabriel et moi, il faut qu'on ait vérifié que c'était vraiment un élément simplifiant et pas un élément compliquant. Hein. Moi, ce que je crois, par exemple, c'est que de la même façon que demain, il y aura moins de chasseurs, il y aura moins de commerciaux de chasse, de commerciaux d'élevage. Dans la chasse de tête actuelle, on utilise beaucoup les réseaux et le téléphone. Et de réfléchir dans une logique de processus d'acquisition va faire beaucoup d'économies et va rendre beaucoup plus réactif et va faire que, au lieu que j'ai besoin d'aller vers les bons profils, c'est des profils qui vont venir vers moi, comme dans l'inbound marketing. Ça, c'est assez profondément transformant. Et si c'est ça qui est discriminant, il faut sans doute s'organiser autour de cette capacité à aller au marché. Et le recrutement ne devient qu'une des spécialités. Au fond, un recruteur et un vendeur, c'est la même chose. Hein, c'est pas inexact. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'avec l'IT, la couche IT que vous mettez en dessous, c'est ça qui garantit le fait que la totalité des données et du suivi de clientèle qui est exercé par chacune de ces BU, on arrive à les consolider à un endroit pour avoir quand même une vision transverse d'un même lead ou d'un même client multimarque qui peut avoir été traité par différentes BU à différents moments. C'est ça? Moi, je pense que de la même façon qu'aujourd'hui, le marketing produit fait le lien entre tous les départements de l'entreprise qui contribue à son produit, de la même façon, le département de l'offre fait le lien entre les différentes dimensions. Alors, il y a un problème spécifique pour l'IT, mais alors j'ai été moi-même l'adjoint d'un DSI, donc j'ai été très sensible. Gabriel m'a convaincu que, au fond, même l'IT est susceptible d'être pensé en acquisition, offre et expérience. Donc une subdivision vraiment en 3 pôles IT, chacun spécialisé sur les problématiques. Ouais, et puis même pour moi avec le SaaS, tu peux commencer à te dire que l'IT tel qu'on entendait avec des DSI propriétaires de leurs équipements qui assurent les opérations pour tout le monde, c'est quand même un peu révolu. Et que chacune des directions peut mettre en place ses propres outils de façon autonome, sans avoir à passer par un grand gourou qui gère le transversal du truc. Non, ça, je rejoins complètement la vision. Hein. Ça, on en avait parlé avec Gabriel. C'est un super bouquin qui s'appelle The Connected Company que j'ai là quelque part de Dave Gray qui parle de ça vraiment très bien. Par contre, ça veut dire aussi que tout est interopérable parce que du coup, si ton commercial il a chopé le gars et qu'il a toutes ses coordonnées et fait son dossier, à l'expérience, quand il le récupère, faut absolument que ces données-là, il les ait en amont pour pas avoir à les redemander au type qui doit se repalucher son dossier de zéro, quoi. Et ça rejoint ce qu'on dit sur l'importance de l'offre qui fait le lien entre l'expérience et l'acquisition. C'est à l'offre de définir les socles de l'interopérabilité. Ah oui, d'accord. Donc c'est aussi les architectes. C'est à l'offre de dire c'est quoi la data qui s'échange. Ah oui, d'accord. Donc il faut les deux. Oui, parce qu'il y a tout ça est parti d'une intuition de Gabriel qui dit au fond ces départements digitaux
du marketing sont hypertrophiés. Mhm. Et donc, c'est eux qui ont le pouvoir sur l'entreprise. Et c'est pas sain parce que c'est pas eux qui ont toutes les responsabilités. C'est vrai, c'est exact. Et donc, l'idée, c'est d'exploser ça Mhm. en les spécialisant par objectif et du coup, en acceptant qu'ils aient que cet objectif rassemble tous les métiers. Donc, le marketing est explosé, le digital est explosé autour de métiers qui font du digital leur cœur. C'est parce que le digital est important qu'il faut l'exploser. Après, il n'existe plus. Après, ce que tu dis, et qui est vrai aussi, c'est qu'il faut une cohérence entre les différents processus, et cette cohérence, elle est dans offre. Elle est assurée par offre. Tout à fait. C'est très pertinent. Mais je recherche le bouquin parce qu'il y avait un super schéma dedans. J'aimerais vous le retrouver. Sinon, je vais vous trouver ça sur Internet. Mais parce que c'est en fait toute la problématique, elle est là. C'est en fait la plupart des. Alors, j'en parlais avec Gabriel. En fait, la plupart des organisations qui arrivent à aller sur un truc comme ça, c'est des organisations qui arrivent à faire des produits modulaires où il y a des équipes dédiées sur des aspects, des briques fonctionnelles du produit qui gèrent en autonomie. Et comme c'est de la techno et que c'est que du code, c'est hyper facile de rendre les trucs interopérables et itératif, et ça évolue tout le temps. Et la conséquence de ça, qui est assez folle, c'est effectivement qu'il y a une équipe qui, elle, c'est l'inverse de d'habitude. Au lieu de déterminer les règles architecturales des systèmes d'information en amont, elle court après et elle documente en temps réel ce qui est fait pour adapter en fait la force, l'infrastructure, l'architecture du système à la profusion en fait à tous ces modules, toutes ces nouvelles activités qui essaiment comme ça, qui sont un peu portées de façon autonome par les équipes. Et d'un seul coup, c'est la SI qui est au service du business et plus l'inverse, quoi. Mais effectivement, c'est très audacieux parce que le framework évolue tout le temps. Il faut avoir des équipes techniques qui sont très rodées à l'exercice parce que là, il s'agit plus de dire on a déterminé, c'est comme ça, la plateforme elle est comme ça, elle bouge plus. C'est ok, vous faites ça, on va adapter la plateforme pour que ça fonctionne. Donc il y a un vrai travail de coordination continuelle à faire, quoi. Et dans le schéma sur la façon d'y aller, c'est-à-dire sur le projet, on a laissé l'IT et l'organisation à part parce que contrairement aux DNVB qui en font la colonne vertébrale de leur entreprise, là, il y a une transformation à faire, en effet. Hein, pour prendre en compte pour de vrai ces trois processus et considérer que ce sont eux qui sont la colonne vertébrale de l'entreprise, il faut que IT et organisation soient au service de cette transformation. C'est ça. Avant de se transformer eux-mêmes. Ouais, tout à fait. Mais c'est toute la. Remarque, c'est un peu ce qu'on peut retrouver sur les DevOps en ce moment. Hein. C'est mine de rien maintenant l'IT, c'est déjà une surspécialisation sur les lots fonctionnels versus les archives. Enfin, on retrouve ça. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que l'IT, il y avait une sorte d'omniscience, d'hyperpuissance au moment où c'est devenu un enjeu critique. Moi, je me rappellerai toujours du patron. Je sais plus si c'était UPS ou Dell, mais ça m'a fait marrer. C'était un type qui disait, donc un type à la tête d'une boîte qui fait de la logistique, de la livraison, et qui disait non, on livre pas des colis. Moi, je suis le patron d'une boîte qui développe du code de meilleure qualité pour livrer des colis plus vite. Et c'était une phrase géniale parce qu'elle résume exactement la place de l'informatisation et du numérique au sens large, du digital, mais pas que, dans le fait que c'est devient le système d'exploitation des boîtes aujourd'hui. C'est en fait toutes les boîtes font du code. Quel que soit ton métier aujourd'hui, en fait, tu fais du code appliqué à la résolution d'une problématique business, mais du code quand même. Et effectivement, il est temps de resplitter tout ça. Et ça, c'est un gros boulot. Je t'interromps 2 secondes pour lire le commentaire de Nicolas que je salue, qui dit que Maud Bailly disait de son équipe digitale, on est des sachets de thé, il faut qu'on infuse et une fois infusé, on ne sert plus à rien. Alors c'est très rigolo, Nicolas, c'est qu'on a failli appeler ce bouquin Infusion Marketing. Et donc on disait la même chose du marketing, à savoir que le marketing est un sachet de thé qu'il fallait qu'il infuse et qu'il infuse dans l'organisation pour justement faire en sorte que ces objectifs deviennent les objectifs de l'ensemble de l'organisation et pas seulement les objectifs du marketing. Et puis moi j'étais pas hyper fan avec Infusion Organization, ça faisait trop mémère. D'où le market centric. Pierre, si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Non, je confirme. Mais effectivement, en fait, c'est assez marrant. Je peux vous montrer. J'ai ça sur mon écran. J'aimerais bien vous le montrer. Alors, en haut, je sais pas si tu as exactement turn screen share on. J'ai appuyé. Ça va arriver. Normalement, vous allez me dire si vous voyez. Ouais. Ok, génial. Donc ça, c'est un schéma, voilà, de Dave Gray qui parle de ça en fait, où effectivement, lui, il dit, voilà, en fait, il y a un principe organisationnel qui définit la cohérence dans le groupe. Il y a des fonctions corps
sur en fait, tout ce qui relève du protocolaire, donc pas de la mission de l'organisation, mais la façon dont les cellules communiquent les unes avec les autres. Et après, lui, il dit, en fait, il y a des pods. Donc, en fait, chaque équipe qui est en capacité, parce qu'elle combine les 3 fonctions que vous nommez, qui sont en fait d'acquérir ses propres clients, de définir l'offre et d'améliorer continuellement l'expérience. Pardon, je vais zoomer, il y a des gens qui voient pas bien. Hop là. Et d'améliorer continuellement l'expérience qui est délivrée par leur PNL, par leur gamme de produits sur lesquels ils travaillent. Et effectivement, tout l'enjeu, c'est ça, c'est que vous vous retrouvez en fait avec des compagnies qui sont décentralisées, parce que vous admettez le fait que votre boîte, c'est une série de cellules autonomes qui sont en liaison les unes avec les autres. Et il faut quand même arriver à faire des protocoles qui font que tout est interopérable avec tout. Donc, si vous avez des nouveaux mecs qui lancent un nouveau produit sur une nouvelle audience quelque part et qui collectent de l'information et qui font de l'amélioration en termes de fonctionnalité, il faut que ce qu'ils fassent puisse être exactement ça, en fait, diffusé, infusé aux autres. Donc, toute la question, c'est le protocole. C'est comment on fait pour que tout ça se parle alors que vous avez que des équipes autonomes qui bossent chacune dans leur coin avec le plus de liberté possible sur la façon de bosser. Et c'est tout le paradoxe à résoudre dans les nouvelles formes d'organisation aujourd'hui, en fait. Voilà. Et Pierre, d'ailleurs, si toi, dans ton expérience de conseil opérationnel, tu as vu des boîtes arriver justement à coordonner comme ça ces cellules très différentes les unes des autres, moi je suis très preneur de ton retour parce qu'il est très rare en fait de rencontrer des gens qui ont accompagné des transfos et qui ont aidé des boîtes à épouser ces modèles organisationnels là en fait. Ce que je trouve, alors j'observe que Rémi me voit, hein, lui. Je te vois pas, je t'entends. Mais malheureusement je vois un écran noir, mais je vois ta magnifique photo de profil avec ta cravate bleue, ça je la vois, mais je ne vois pas ta vidéo, je suis désolé. Non, ce que je ce qui est très, enfin, il y a le schéma que tu montrais, il y a 2 choses intéressantes. Premièrement, il résonne en effet avec ces 3 éléments. C'est-à-dire que le PNL, c'est ces 3 éléments. Est-ce que je suis capable d'acquérir, d'offrir et de gérer l'expérience? Et ensuite, au fond, ce que dit ce schéma, c'est que souvent, cette organisation tripartite, elle est très petite. Et donc, il faut la coordonner avec l'ensemble du reste de l'entreprise. Exactement. Il y a même tu sais, le fameux double pizza team où ils disent si une équipe fait plus de 10 gars qui gèrent sur une gamme de produits, tu la pètes en 2. Ça, c'était chez Amazon et tu recommences, en fait. C'est dès qu'une équipe devient trop lourde, vous démerdez pour spécialiser l'équipe, vous pétez, vous continuez comme ça pour jamais dépasser plus d'une dizaine de personnes à coordonner. Comme ça, tu peux tous les foutre dans un même bureau et ça va beaucoup plus vite. Alors, notre livre, à la fois, prend parti et ne prend pas parti. Notre livre qui m'intéresse. Donc, notre livre dit, ayez bien conscience que dans une équipe qui fait ces 3 choses-là, vous faites vraiment 3 choses différentes qui, à l'ère du digital, méritent d'être considérées comme un véritable métier collectif, comme une capability. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire que vous avez 3 capabilities différentes que vous devez dimensionner, équiper spécifiquement, en exigeant d'elle qu'elle vous fasse des choix simples et pas des trucs compliqués ou toujours la même chose. Donc qu'elle sache apprendre à choisir à l'intérieur de la palette. Et donc, par rapport à ce modèle qui dit ce sont des équipes uniques, on dit non, nous, il faut reconnaître que ce sont 3 capabilities qu'il faut combiner, mais qui sont 3 capabilities différentes. OK. Et on dit d'autre part, on peut imaginer que ces capabilities soient organisées au niveau de l'entreprise, mais rien n'interdit aussi de les organiser comme dans ton schéma, c'est-à-dire dans des cellules qui, tout en reconnaissant qu'il y a 3 capabilities différentes, vont leur donner un objectif commun. C'est l'idée de l'offre transversale. C'est-à-dire que l'offre est transversale. Ouais. Il y a plusieurs offres qui gèrent un aspect d'expérience et un aspect d'acquisition. Et chaque offre a le pilotage de ça. C'est ça, tu n'as plus de BU, tu as des BU produits en fait. On peut avoir des BU produits, mais dans notre schéma qui s'appuie sur 2 capabilities différentes qui sont, dans notre schéma, organisées de façon centralisée. Mais là-dessus, on est assez libre. On ne prend pas de position sur les théories modernes de l'organisation. Oui, j'en profite pour rebondir. C'est vrai que ce qu'on raconte, on ne prend pas de position non plus sur la notion d'entreprise libérée ou pas.
Ah oui, ça c'est encore un autre sujet. Ouais. Voilà, on peut faire du libéré et on peut faire du hiérarchique avec cette vision-là. Là où on prend vraiment position, c'est de dire faut arrêter de juste mettre des gens dans des mêmes organisations parce qu'ils ont fait les mêmes écoles et qu'ils font le même métier. Oui. Oui, non, ça c'est urgent de le faire, oui. Ça c'est urgent d'arrêter. Fondamentalement, le gros propos, il est là. Il est dire les DRH qui réunissent des gens qui ont fait des RH, les directions marketing qui réunissent des gens qui ont fait du market, les directions finance, les DAF qui ont fait de la finance, etc. Les directions commerciales qui réunissent des commerciaux, ça suffit. Et ça, je cautionne à 2000%. Ça, je ne peux pas être plus d'accord. Le vrai grand message, il est là. Oui. Et il est de dire après, à partir du moment où on s'est dit, on arrête de réunir les gens parce qu'ils ont fait les mêmes écoles et qu'on les réunit parce qu'ils ont un objectif commun et un processus commun et on en dégage 3, à savoir l'acquisition, l'offre et l'expérience. À partir de là, ça va marcher. Ça, oui. Ah, mais ça se constate déjà. Si les 3 deviennent 9 parce qu'on explose les cellules, on explose les offres, etc. On s'en fout. Oui. Ce qu'on dit juste, c'est stop avec les DRH, stop avec les DAF, stop avec les directions marketing. Ça, c'est de la connerie et ça, on en est sûr. Et ça, c'est certain. Oui, non, mais ça, c'est… En libéré ou pas en libéré? Non, tout à fait. En libéré ou même en décentralisé ou en centralisé. Moi, je l'ai vécu. J'ai eu la chance de le vivre en tant que designer UX en agence et c'était génial, une des meilleures expériences de ma vie parce que c'est très rare. C'est le modèle, en fait, Lean UX où tu bosses, en fait, parce que tu sais, tout le monde, en fait, dit l'agilité, c'est génial et c'est vrai, c'est cool. Mais le blême, c'est qu'en fait, pour pouvoir délivrer un logiciel en continu, il faut le concevoir en continu. Et donc, c'est très différent de ce qu'on apprend en design habituellement, où tu fais brief, cahier des charges, mission, livrable, ciao, je m'en vais, tu vois. Là, c'est l'inverse. Tu bosses de façon itérative et tu dois spécifier ce que tu fais hebdomadairement, en fait, sur le même rythme que les développeurs. Et pour pallier ça, c'est génial. Tu fais des grandes tables, tu mets les développeurs, les designers, les testeurs, le marketing à la même table. Et quand tu as une question, au lieu de faire un mail, tu tapes sur l'épaule du voisin et tu dis c'est possible de faire ça. Et le mec qui regarde, il fait non, j'ai pas de librairie qui fait ça et tu trouves autre chose. Et tu dis putain, le nombre de réunions qu'on a économisé, le nombre d'échanges mails à la con qu'on a économisé. Et ça, quand tu arrives à faire des pods comme ça, des équipes colocalisées, pluridisciplinaires, multicompétentes, c'est génial. Enfin, alors là, t'as tout gagné. Quand tu arrives à faire ça, c'est super. Bien sûr. Bon, on arrive doucement à la fin de ce webinaire. Je vais vous laisser conclure. Rémi, si tu as un petit mot. Non, je vais laisser Pierre. En tant qu'invité. Je me suis invité. Non, tu m'as invité et là, je suis en train de voler le temps de parole de Pierre et je me sens très mal à l'aise. Je vais laisser Pierre conclure, surtout sur la nécessité de réorganiser, parce que c'est son métier, c'est lui qui connaît le mieux. Et moi, je vais vous dire au revoir tout de suite. Je vais couper la caméra et puis de toute façon, on se reverra bientôt. Donc, très bonne journée à vous deux. Et moi, je vais demander à Jérémy de nous indiquer quel est le webinaire de la semaine prochaine que je n'ai pas encore en tête. Pierre, si tu veux conclure, donner un dernier aperçu, le débat a été animé. Rémi, juste au passage, Valérie, c'est avec elle qu'on écrit Customer Experience Redesign. Donc, Valérie va intervenir aussi prochainement, et c'est peut-être même elle d'ailleurs la semaine prochaine pour présenter ce prochain ouvrage. Il y a un point sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté, qui est dans le titre, enfin dans le sous-titre du livre. C'est les méthodes. Notre idée, c'est que le chemin est plus important que la cible, et que avec cette cible très très audacieuse, très en rupture, on veut provoquer un déclic pour construire des organisations autour de ces trois objectifs. Voilà. Et ensuite, la méthode qu'on va dérouler, qu'on va expliquer, va permettre un peu comme dans un Lego ou dans un puzzle, d'identifier bien chaque pièce, de comprendre à quoi elle sert, et ensuite de recomposer l'organisation avec les pièces du puzzle au bon endroit. Super. Il nous reste plus qu'à écrire ce livre maintenant qu'on a fait la couverture et le 4e de couverture. Et il me reste plus qu'à vous remercier tous d'avoir assisté à ce webinaire. On était sur des sujets un peu plus trapus que d'habitude, moins trucs et astuces ou moins méthodes pour réussir. Là, on remonte sur la question clé de l'organisation. La semaine prochaine, on revient sur un sujet plus
on va dire, plus de l'ordre des compétences et de l'expertise. On va parler contenu avec Faustine Amoret. Faustine Amoret, c'est l'un de mes premiers contacts en 2012 suite au lancement d'1 minute 30. Elle a repéré très vite ce qu'on faisait. Elle est intervenue dans nos premiers projets en tant que rédactrice, mais aussi consultante. Et on va parler contenu avec elle la semaine prochaine. Merci à tous. Merci beaucoup Pierre. On a encore du taf pour réussir à finir cet ouvrage, à défendre notre vision. Le débat d'aujourd'hui nous a permis de nous aguerrir. Merci à toi Pierre. Merci Gabriel. Salut.